Bienvenue dans cette vidéo où on va voir si c'est le bon moment d'investir dans l'immobilier à cause ou grâce à la crise du coronavirus. Et oui, c'est une question qui m'a été posée lors d'un live Facebook où Tom en fait m'a demandé est-ce que c'est le bon moment d'acheter dans l'immobilier alors qu'on est au tout début d'une crise économique qui va probablement durer quelques années et ça risque en tout cas d'engendrer une baisse des prix de l'immobilier. Et donc pourquoi acheter cher maintenant si les prix immobiliers vont se casser la figure? Alors, pour moi, la réponse à cette question, elle n'a rien d'évidente. On ne sait pas si aujourd'hui c'est le bon moment d'investir dans l'immobilier et je vais t'expliquer pourquoi et quels sont les critères si tu veux investir maintenant dans l'immobilier pour que ce soit un bon coup, et que tu sois dans le bon timing. Donc cette question m'a été posée sur Facebook par Tom, que je remercie. C'était à toute fin d'un live sur les crédits immobiliers et je me suis dit tiens, je vais refaire une vidéo sur ce sujet-là parce que forcément ça va intéresser beaucoup de gens. Alors si tu ne me connais pas, bienvenue. Je m'appelle Julien Bédoué, je suis propriétaire de 234 garages achetés en 7 ans et je suis aussi conseiller en gestion de patrimoine. Mais assez pour les présentations. Voyons maintenant si c'est le bon moment pour toi d'acheter de l'immobilier. Alors, le seul truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'on est dans un contexte très très incertain en ce moment. Avec le coronavirus, ça a vraiment foutu le bordel partout, dans toutes les sphères, que ce soit la sphère économique, les sphères privées, familiales, amicales, bref, scolaire, tout ce que tu veux, tous les aspects en fait de ta vie ont été plus ou moins bouleversés par le coronavirus et il en va de même pour l'immobilier et pour les investissements en général. Le seul truc aussi sur lequel je peux m'accorder avec beaucoup de gens, c'est que l'avenir économique n'est pas rose, d'accord? On va au-delà des années qui seront forcément beaucoup plus difficiles que la période 2015-2020, 2020 avant coronavirus, donc on va dire 2015-2019 où voilà, on était plutôt dans des périodes de croissance économique, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, qui étaient vraiment voilà, plus ou moins dynamiques, mais ça allait quoi. Là aujourd'hui, on rentre dans une période de dépression avec des hauts, des bas et une récession économique certaine pour cette année. Ça va entraîner nécessairement en France des faillites d'entreprises et des pertes d'emplois. D'accord? L'État aura beau faire tout ce qu'il veut, faire des prêts garantis, etc. Il y a un moment, il y a des restaurateurs, il y a des petites entreprises, des artisans, des grosses entreprises qui vont avoir du mal. Des artisans, des gens qui sont à leur compte, qui vont perdre leur emploi, qui vont perdre leur entreprise et qui vont devoir licencier les personnes qu'ils employaient. Les premiers touchés, ce sont les emplois dits précaires, c'est-à-dire les intérimaires, les CDD, puisque voilà, à partir du moment où on a moins de boulot, moins de rentrée d'argent, eh bien on va couper sur ces postes-là. Moi je le sais parce que j'ai vécu la crise du chikungunya à La Réunion, ça devait être en 2010. Dans l'hôtel, les premiers qui ont été licenciés sont les intérimaires et ensuite ce sont les CDD où à chaque mois, les CDD n'étaient pas renouvelés, donc à chaque mois il y avait une charrette et pour l'avoir vécu, c'était extrêmement traumatisant d'un point de vue moral de savoir qu'à la fin de chaque mois, en fait, il y a des collègues qu'on ne reverra plus au travail. Bref, ça c'est l'avenir qui nous attend dans les 1, 2, 3 ans. Et donc forcément, ça va avoir un impact sur les prix et les prix de l'immobilier, puisqu'il y a des propriétaires qui vont perdre leur emploi et donc potentiellement qui ne vont plus être en mesure de payer leur emprunt et donc ils vont mettre des biens sur le marché, que ce soit des investissements locatifs ou leur résidence principale. Mais toi, en tant qu'investisseur ou acheteur de résidence principale, tu peux être intéressé par les deux types de biens. À la limite, peu importe le bien dans quel contexte il a été acheté, que ce soit pour un achat locatif ou pour un achat de plaisir à titre de résidence principale. Toi, si c'est le bon moment d'acheter et si le bien correspond en fait à ce que tu recherches, eh bien, il faut y aller. Hein. Le deuxième, voilà, il va y avoir aussi des locaux commerciaux, puisque forcément, s'il y a des entreprises qui font faillite, il y aura des locaux qui vont être mis sur le marché. Donc voilà, on est à peu près dans ces conditions-là. Et on est à peu près certain, en tout cas de mon point de vue, que plus la crise va durer et plus il va y avoir en fait de biens qui vont arriver sur le marché, en plus des gens qui sont pressés parce qu'ils ont déjà acheté un bien et ils veulent revendre celui qu'ils occupent. Pour contrer tout ça, d'accord, il faut bien voir aussi tout le contexte économique et les actions en fait des gouvernements et des banques centrales pour contrer la récession, d'accord. C'est pas écrit en fait qu'on va rentrer dans une période économique qui va être dramatique. Ça va être compliqué, ça c'est sûr et certain, mais il faut voir en face qu'il y a quand même des pouvoirs et notamment de l'impression monétaire massive et des plans de relance en fait qui vont être faits.
D'accord? Et ça, c'est extrêmement important aussi à comprendre parce que ça a une influence sur les taux de crédit immobilier, puisque bah, c'est quand même deux marchés qui sont extrêmement liés, puisque bah, quand tu achètes de l'immobilier, ce sont des grosses sommes, donc forcément, il faut beaucoup d'argent. Alors aujourd'hui, les banques centrales, elles ont toutes baissé leur taux d'intérêt, que ce soit la Banque centrale américaine qui a baissé ses taux d'intérêt, la Banque centrale européenne, elle n'a pas pu les baisser parce qu'ils étaient déjà trop bas. Mais elle a fait d'autres choses, elle a fait notamment du quantitative easing, d'accord, donc de l'impression monétaire, elle a racheté des actifs. Et donc ça, ce sont des politiques, d'accord, qui sont extrêmement suivies par les investisseurs, notamment pour prédire un petit peu dans quel cycle de croissance on est. Est-ce qu'on est dans le haut de la courbe en bleu ou est-ce qu'au contraire on est dans une phase de baisse? Les banques centrales, quand on est dans une période économique qui va bien, elles ont tendance à hausser leur taux d'intérêt, c'est-à-dire à dire voilà, je vais prêter de l'argent, mais plus cher, parce que ça va éviter la spéculation. Si je laisse l'argent trop pas cher, et bien en fait, les gens ils vont l'acheter, ils vont acheter quoi? Ils vont acheter des actions, ils vont acheter de l'immobilier, ça va créer des bulles, et bah, quand la tendance économique va se retourner, boum, les bulles éclatent, et ça va être un bordel pas possible. À l'inverse, quand on est en récession, quand l'économie va mal, eh bien, on va diminuer le coût de l'argent. Et pourquoi? Pour en fait inciter les gens, les ménages et les entreprises à emprunter pour investir, d'accord? Et ça va relancer la machine, ça va recréer de l'emploi et on va repartir dans des phases de croissance. Là, il n'y a pas trop de sujets. Si on rentre en récession, forcément, voilà, et on l'a vu, les banques centrales ont toutes abaissé leurs taux très très rapidement, d'accord? Donc les taux directeurs, le prix de l'argent, le coût de ton crédit, lui, ne va pas augmenter, on va dire, à moyen terme. D'accord, tant qu'on sera dans des périodes comme ça. Et c'est aussi ces politiques-là qui font que les cours de bourse se sont maintenus. Ça s'est cassé la figure, boum, ça remonte, et voilà, on est à peu près stable. On ne sait pas si ça va repartir à la baisse, si ça va repartir à la hausse, mais là, on est dans une période, on va dire, où on attend. On reviendra sur la bourse un petit peu plus tard. Le deuxième acteur, en fait, au-delà des banques centrales qui luttent contre la crise économique, ce sont les États, d'accord, et qui vont faire de la relance budgétaire, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter leurs dépenses, et donc forcément, ils vont créer du déficit, parce que bah, ils ont des recettes qui sont les impôts qu'ils prélèvent, et puis bah, là, en période de crise, ils vont dépenser sans compter, ça va créer du déficit, ça va créer de la dette future, d'accord. Et c'est important de comprendre ça, parce que là, ce sont les taux auxquels l'État emprunte quand il fait des obligations à 10 ans. D'accord? Une obligation, c'est... Alors l'État, quand il va se financer, il ne va pas voir le banquier pour lui dire bonjour, voilà, je veux faire un prêt de 100 milliards, est-ce que vous pouvez... Quel taux vous me faites? D'accord? Non, c'est l'agence France Trésor qui gère les émissions de dette de l'État et il met en fait des obligations, donc son épargne de dette d'État, qui peut avoir une durée plus ou moins longue, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Là, c'est le taux auquel les obligations françaises à 10 ans sont empruntées. Et on voit bien en fait que ça a toujours baissé au bout de 5 ans, là c'est l'échelle est de 5 ans, ça a baissé, baissé, ça a un petit peu remonté, mais c'est resté en dessous de zéro. Et là on a un gros pic en fait. Et bien ça correspond à mars, où en fait il y a eu beaucoup d'incertitudes avec le coronavirus, et donc forcément les investisseurs qui achètent la dette d'État français se sont dit, ah bah tiens, c'est plus risqué, donc forcément, on va demander un petit peu plus cher à l'État français. Alors, qui est-ce qui achète la dette d'État? Donc, quand il y a des obligations qui sont mises sur le marché, principalement, ce sont en fait des investisseurs euh, des assureurs en Europe, ce sont les assureurs qui placent l'argent des épargnants qu'ils ont mis dans des assurances vie par exemple et qui achètent des dettes d'État français, mais pas que dans les fonds euros, il y a des dettes d'État français, des dettes d'État allemands, italiens, Grèce, Portugal, tous les États en fait de la zone euro qui sont agglomérés et donc l'épargne des Français lui sert principalement à financer la dette de l'État français et des autres États européens. Voilà, si en tout cas c'est investi en fonds euros, si c'est investi en actions, c'est différent. On n'achète pas forcément que de la dette d'État dans l'assurance vie. Et pourquoi je te montre ce graphique-là? C'est qu'en fait, ce graphique, le taux auquel l'État français émet sa dette à 10 ans, eh bien, il est corrélé avec les taux de crédit immobilier. C'est-à-dire que quand l'État français emprunte moins cher, les taux de crédit baissent, et quand l'État français achète sa dette plus chère, eh bien, les taux de crédit immobilier remontent. Et c'est ce qu'on a vu, une hausse surprise des taux d'intérêt, puisque comme les banques centrales ont toutes baissé leurs taux, bah on se dit, bah tiens, les taux de crédit vont encore baisser, puisque les banques centrales baissent. Mais oui, mais non. En fait, bah, petite surprise, la dette de l'État français a augmenté, et il y a peut-être aussi une anticipation de la prime de risque, c'est-à-dire que les banques, prévoyant que certains
emprunteurs vont faire défaut, des entreprises, des ménages qui ne vont pas pouvoir rembourser, ou en tout cas qui vont reporter leurs échéances, essayer d'étaler pour faire face en fait à une chute de revenus liée au coronavirus, eh bien, elles vont essayer de facturer un peu plus cher les nouveaux crédits pour pouvoir rattraper les pertes des anciens crédits. Ça a deux conséquences, c'est que quand les taux d'intérêt augmentent, eh bien, il y a moins de personnes qui vont aller renégocier leur crédit immobilier, puisque forcément, si tu avais un crédit à 2% et que les taux sont à 1 et qu'il te reste suffisamment de capital à rembourser, ça peut être intéressant d'aller voir la banque et de lui dire, écoutez, les taux de crédit immobilier ont baissé, est-ce qu'on peut revoir notre crédit? Ça, quand les taux remontent, ça tue le marché de la renégociation. Deuxième problème, ça crée un blocage au niveau du taux d'usure. C'est-à-dire que le taux d'usure, c'est le taux maximum légal auquel les banques peuvent prêter. Ça inclut les taux d'intérêt du crédit, mais aussi les assurances. Et quand les taux remontent, eh bien forcément, on se rapproche du taux d'usure, surtout sur des profils en fait qui payent cher en assurance, c'est-à-dire des gens qui fument ou des personnes qui deviennent de plus en plus âgées. Plus on est âgé, plus il y a un risque de décès, et donc plus le coût des assurances augmente. Donc ça veut dire que il y a des types de crédits il y a des emprunteurs qui vont se retrouver naturellement exclus du marché. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que le marché immobilier, c'est de l'offre et de la demande, d'accord? Et donc, pour savoir si c'est le bon moment où acheter, eh bien, il faut voir, en fait, si on est sur une pénurie d'offres, il n'y a pas assez de biens sur le marché, il n'y a pas assez d'investissements rentables, il n'y a pas assez de résidences principales qui se vendent, et en face, il y a trop de gens qui veulent acheter, et bien là, ça fait monter les prix. À l'inverse, si tout le monde veut vendre en même temps, que les gens ne peuvent pas acheter, soit parce qu'ils ne veulent pas, ils sont inquiets en fonction du coronavirus, ou ils ne peuvent pas obtenir leur crédit, eh bien, les prix vont baisser. D'accord? Donc ça, il faut bien le comprendre. Et le marché immobilier, c'est principalement un marché de résidence principale. Moi, je suis en recherche de ma résidence principale, donc je regarde les prix sur Angers, maison avec jardin, et je suis aussi propriétaire d'investissement locatif. En résidence principale, le raisonnement des gens lambda, qui ne sont pas forcément investisseurs, donc qui vont faire un achat coup de cœur sur la résidence principale, ils vont se dire, voilà, plus je peux emprunter, plus je peux payer cher, et plus je peux avoir grand. Voilà. Donc je vais acheter la plus belle maison, la plus grande, la mieux placée que je vais trouver, quitte à emprunter sur 25 ou 30 ans au maximum de mes capacités d'emprunt. D'accord? Et c'est ça qui a fait monter les prix dans les dernières années. Aujourd'hui, il y a eu un point d'alerte en décembre 2019 par le Haut Conseil à la stabilité financière, qui est un organisme qui dépend de Bercy, qui avait peur en fait d'une surchauffe des crédits aux particuliers. Et donc, ils ont demandé aux banques deux choses. C'est un, de limiter le taux d'endettement à 33%, et deux, de ne pas prêter au-delà de 25 ans. Et ça a eu un impact assez rapide, puisque déjà, courant février, début mars, on voyait plein d'articles de presse disant que le volume de prêts avait baissé. D'accord? Là, je te montre en fait un extrait d'un graphique du Figaro.fr basé sur des données de la Banque de France. C'est le volume de crédit en milliards d'euros accordé par les banques chaque mois. Et on voit bien que, voilà, à chaque fois qu'il y a des crises, que ce soit en 2008, 2009 ou 2011, 2012, d'accord, la crise de l'euro en 2012, la crise des subprimes en 2008, eh bien on voit que le volume de crédit pour l'immobilier se casse la figure. Et que les prix se sont aussi cassés la figure dans ces périodes-là. 2012-2020, on prête. Ah, qu'est-ce qui se passe? Les prix des crédits, de l'immobilier ont augmenté. Et là, au Conseil à la stabilité financière, qui met un point d'alerte en décembre, on voit déjà les volumes de crédit. Là, il y a le coronavirus. Alors, le graphique, là, il n'est pas mis à jour. Là, quand je tourne, on est au mois de mai. Mais voilà, il y a toujours quelques mois de latence. Mais pour moi, il y a des chances que on aille sur un rationnement du crédit qui soit identique à 2008 et 2012, et que forcément, si on a moins d'acheteurs qui obtiennent des crédits, et bien forcément, les biens vont rester plus longtemps sur le marché, et donc les vendeurs vont rentrer dans des phases de négociation. Après, est-ce que ça a baissé les volumes de crédit parce que les banquiers étaient occupés à prêter aux entreprises avec les prêts garantis par l'État? Moi, personnellement, sur mes prêts, j'ai vu un allongement des délais, c'est-à-dire que ma banquière était moins réactive parce que forcément, coronavirus oblige, le télétravail pour les banques, c'était pas forcément facile puisqu'il y a des problématiques de sécurité informatique. Bref. Il y a tout un tas de trucs où aujourd'hui, voilà, au niveau des banques, les courtiers savent pas trop sur quel pied danser. On n'a pas encore les retours, on va dire, du redémarrage du marché immobilier parce que le déconfinement s'est terminé il y a à peine 2 semaines. Donc, voilà, on ne sait pas. Et personne ne sait. D'accord? C'est extrêmement difficile de prédire un marché
à l'arrêt. D'accord? On n'a aucune statistique sur les prix de l'immobilier qui sont sortis, on ne sait rien. D'accord? Le seul truc que je peux te dire, c'est que bah voilà, il y a certains biens immobiliers à Angers, des maisons avec jardin, dont on voit les prix baisser. D'accord? Par exemple, la maison que j'ai visitée le jour du confinement, d'accord, juste avant d'être confiné, elle était affichée à 500 000 sur le site internet. Le soir du confinement, on m'annonçait que voilà, elle était à 475, donc il y avait déjà perdu 25 000 euros. Et là, aujourd'hui, elle est en sortie de confinement à 450 000 euros. Et c'est une maison qui est tout à fait correcte. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien de particulier. Mais c'est juste que voilà, il y a 10% du prix qui sont partis en fait pendant le confinement. Alors, n'hésite pas à me poser tes questions sur voilà, le coronavirus, les achats immobiliers. N'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai. Et ça peut aussi être l'occasion de faire une prochaine vidéo. Parce que forcément, si je me rends compte que vous avez tous des questions, eh bien, je vais tourner des vidéos, ça me fait plaisir. Alors, est-ce que c'est le bon moment d'acheter de l'immobilier? Personne ne peut prédire le marché immobilier, d'accord? Et le marché boursier non plus. Il y a des études, plein d'études en fait académiques qui ont été faites sur le market timing, d'accord? Donc la capacité des gens à prédire l'évolution du marché boursier à la hausse, à la baisse, l'évolution de l'économie, etc. Ça ne fonctionne pas, d'accord? En bourse, ça ne fonctionne pas, donc a fortiori sur l'immobilier, ça ne va pas fonctionner, d'accord? C'est extrêmement difficile en fait de prévoir comment le monde va évoluer, comment les prix vont évoluer, d'accord? Donc déjà, à partir de ce postulat-là, il faut toujours prendre une marge de manœuvre à l'achat, d'accord? C'est-à-dire que la ligne en bleu, c'est le prix du marché, et si on arrive en fait à acheter avec un prix d'achat négocié, eh bien on prend une marge de sécurité au cas où le marché se casserait la figure. Si tu achètes avec une marge, voilà, une négociation, tu achètes moins 20% par rapport au prix du marché que tu estimes, eh bien si le marché se casse la figure de 20% et que tu dois être forcé de revendre, eh bien tu n'auras rien perdu, d'accord? Alors que si le marché se casse la figure de 30% et que tu as acheté avec moins 10% de décote, eh bien tu auras perdu 20%, d'accord? Et donc forcément, on va chercher toujours une marge de sécurité pour ces achats immobiliers parce qu'on ne sait jamais en fait combien de temps le marché va chuter et de combien, d'accord? Ça, on ne le sait pas, c'est impossible à prévoir. Donc, il faut toujours, toujours, toujours acheter des investissements dont tu seras fier, même si le marché se casse la figure. D'accord? Si ton investissement immobilier, il perd 40% de sa valeur, mais que c'est ta maison, tu es content d'y habiter, elle est bien placée, tu n'as pas de travaux, ça coûte pas cher, ou au contraire, voilà, ça répond à tous tes critères, bah, tu es content en fait de la garder pendant 10, 15, 20 ans, et le marché, s'il a pris moins 40, il aura le temps de remonter. D'accord? À l'inverse, si tu as acheté, enfin à l'inverse, ou en complément, si tu décides d'acheter un achat locatif, d'accord? Que c'est bien placé, que voilà, le locataire, il y a toujours des locataires parce que bah, tous les critères en fait sont là et ça correspond à une demande réelle, eh bien tu n'auras pas de mal en fait à louer, donc tu n'auras pas de mal à rembourser ton crédit et tu vas pouvoir passer, on va dire, ce creux de la vague où le prix de ton investissement, lui, la valeur aura chuté, d'accord, si on doit la revendre, mais ta valeur locative, elle, si elle est là, eh bien, ça a toujours quelque chose, d'accord? Donc, il faut absolument bien planifier, respecter ses idées, respecter sa stratégie et implémenter quand on choisit l'investissement immobilier, il faut absolument bien le faire. Alors, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Bah, oui, parce que en fait l'immobilier, c'est comme un arbre. Si tu le plantes dans 2 ans, eh bien ton arbre il sera toujours moins haut que si tu commences à planter aujourd'hui. D'accord? Chaque année perdue dans l'immobilier ne se rattrape jamais. D'accord? C'est-à-dire que tous les loyers encaissés, tous l'effet de levier que tu as eu avec les crédits, ben, si tu attends, ben, au final, tu auras moins de résultats que la personne qui s'est lancée à l'instant T. D'accord? Donc pour moi, chaque année perdue ne se rattrape jamais. D'accord? Donc c'est voilà, le bon moment à condition d'acheter des choses dont tu sois fier. On fait attention, d'accord? L'effet de levier, c'est génial parce que ça permet de l'acheter de l'immobilier aujourd'hui, de toucher les loyers pour rembourser ensuite les crédits. Mais c'est aussi à double tranchant parce que quand les loyers ne sont plus là, parce que bah voilà, il y a un confinement et donc vous faites de la location courte durée, il n'y a plus de locataires en face, ou parce que voilà, on a acheté un local commercial et les entreprises commencent à faire faillite, et pareil, il n'y a plus de loyer pour rembourser, pour payer la mensualité de crédit, eh bien ça veut dire qu'il faut avoir les reins suffisamment solides en tant qu'investisseur pour pouvoir faire
face aux échéances voilà, en mensualité pendant lesquelles on n'a pas de rentrée d'argent de la part des locataires. D'accord? Donc c'est très bien de s'endetter, ça fait grossir le patrimoine très très riche, enfin très très rapidement, mais par contre c'est aussi très très risqué et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des réserves de cash pour pouvoir faire face pendant 1 an, 2 ans à des difficultés financières. On m'a aussi demandé, c'est Karl dans le live Facebook que j'avais fait sur les crédits immobiliers, est-ce que tu penses que c'est le bon moment d'investir? Parce que bah, vu que l'État fait de la dette, et donc forcément il y a un moment qui va la rembourser cette dette, ça va être les Français. Donc potentiellement il y aura une hausse de la fiscalité puisqu'il va bien falloir prélever plus d'impôts pour payer les intérêts de cette dette. Alors déjà, l'État français ne rembourse jamais sa dette. D'accord? Ça, c'est un truc qu'il faut se sortir de l'esprit. Quand toi, tu fais un crédit, tu rembourses du capital tous les mois. D'accord? Et au bout de 20 ans, 30 ans, la durée de ton crédit, eh bien, tu ne dois plus d'argent à la banque. L'État français, lui, quand il a une dette de 100 milliards qui arrive à échéance, alors déjà, il paye que les intérêts. Il ne rembourse jamais de capital. D'accord? Donc tous les mois, il paye les intérêts de la dette en cours. Et quand la dette de 100 milliards arrive à échéance, qu'il doit la rembourser aux gens qui l'ont acheté, eh bien en fait, il fait un nouvel emprunt de 110 milliards par exemple, et donc comme ça, cette nouvelle empreinte de 110 milliards, il rembourse l'ancien de 100 milliards, et avec les 10 milliards, eh bien, soit il paye les intérêts de la dette, soit il fait d'autres choses, d'accord? Mais c'est vraiment, c'est comme un crédit in fine en fait, l'État, les obligations d'État. Donc ça c'est le premier point. La fiscalité, bah, bien évidemment, elle peut augmenter, elle va rarement à la baisse, ça, mais c'est un état d'esprit, d'accord? Il y a un moment, il faut te dire que tu vas payer de l'impôt quoi qu'il arrive, et que l'impôt, en fait, ne va pas, voilà, ça va t'enlever des gains, mais tu seras toujours mieux rémunéré, tu auras toujours gagné plus d'argent que si tu n'avais rien fait, d'accord? Comparé à un livret A, où tu prends pas de risque, eh bien, investir dans l'immobilier, investir dans la bourse, du moment qu'on peut garder ces investissements suffisamment longtemps, 5, 10, 20 ans, eh bien, même avec la fiscalité, on s'aperçoit que les rendements sont toujours plus intéressants. D'accord? Donc il ne faut pas se préoccuper de ça, puisque tu ne sais pas en fait dans quel sens ça va augmenter. Et probablement que les impôts ne vont pas augmenter d'ici 1 an ou 2, puisque en période de récession, bah, on a plutôt tendance à laisser couler, à faire du déficit pour relancer la machine plutôt que d'aller taxer des gens qui sont déjà en difficulté, que ce soit les ménages ou les entreprises. Les taux, voilà, sont toujours relativement bas, hein. On voit bien sur une échelle de 5 ans. Bon, certes, ça a un petit peu augmenté, mais par rapport à il y a 5 ans, bah voilà, on est bien, d'accord? Donc même si les taux immobiliers ils passent de 1,2 à 1,4%, quand tu regardes le total sur la facture, ça représente quoi? Quelques milliers d'euros, ça se compte même pas en dizaines de milliers d'euros, d'accord? Donc il y a un moment, voilà, si tu es en position de faire un crédit, si voilà, c'est le bon moment, tu trouves des investissements qui sont de qualité, eh bien il faut y aller, d'accord? Chaque année de perdu ne se rattrape jamais. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et j'ai fait une autre vidéo sur la fin de la bulle immobilière avec voilà, mes projections secteur par secteur de l'immobilier sur savoir si les prix vont augmenter ou vont baisser. Je t'invite à la regarder maintenant.